Bonsoir. Merci et bienvenue à la conférence de rentrée de 27 Université. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, M. Gattaz, et sommes fiers de vous recevoir ce soir dans le cadre du nouveau club d'investissement de Sciences Po. Cette association est le résultat d'une rencontre fortuite entre quelques étudiants alors en échange universitaire aux États-Unis. Inspiré d'un modèle déjà bien développé dans les universités américaines, ce club d'investissement, à vocation pédagogique, réunit désormais plus de 33 étudiants de tous niveaux, œuvrant à l'organisation de conférences, de rencontres entre professionnels et étudiants, nos ateliers débats, travaillant à la rédaction de billets économiques, nos Sunday Press Reviews, et surtout gérant un fonds d'investissement virtuel non lucratif. C'est à toute cette équipe que j'adresse également des remerciements et dont je suis sincèrement très fier. Sans m'attarder plus longtemps, voici les modalités de la conférence. La première partie de l'événement sera consacrée à un échange entre Irina, Martin et M. Gattaz autour de la place des questions libérales dans l'élection présidentielle de 2017. Vous disposez d'un hashtag, qui figure derrière moi, pour réagir à tout moment sur les réseaux sociaux. S'en suivra une partie de questions-réponses où vous pourrez alors adresser directement et sans tabou vos questions à notre invité. Je laisse maintenant place à Nicolas et pour débuter la conférence et vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Winston Churchill, pour qui vous avez une grande affection, disait « Beaucoup considèrent le chef d'entreprise soit comme un homme à abattre, soit comme une vache à traire, mais peu le voient comme le cheval qui relâche la charrue. » Ainsi, M. Gattaz, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation afin de débattre, de discuter aujourd'hui, en France, de ce même rôle du chef d'entreprise. Mais, M. Gattaz, je me dois de vous dire la vérité. Avant de faire cette conférence, beaucoup d'amis ont tenté de me dissuader de faire votre introduction. Ils m'ont dit « Méfie-toi, c'est un chef d'entreprise. Méfie-toi, c'est le patron du MEDEF. Méfie-toi, il paraîtrait même qu'il est libéral. » Moi-même, M. Gattaz, je ne dirais pas que j'adore Jadid Zader, mais jamais j'aurais juré gentiment vous juger. Mais pourtant, je vous vois là, et tout chez vous incarne de l'innocence. Des yeux rieurs, un visage sympathique, une entreprise à 300 millions de chiffres d'affaires par an, tout chez vous incarne la douceur et la légèreté, jusqu'à ce sourire ravageur, revitalisé, mes désirs ravagés. C'est donc un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Il était une fois Pierre Gattaz. Ce dernier est ainsi né le 11 septembre 1959 à Boulogne-Billancourt, fils de Geneviève Gattaz et d'Yvon Gattaz. Ce dernier, Yvon Gattaz, est alors chef d'entreprise du groupe Radial et président du Conseil national du patronat français, alors ancêtre du MEDEF. Ainsi, rien ne vous prédestinait. Être chef d'entreprise du groupe Radial et actuel président du MEDEF. Mais vous n'êtes pas qu'on vous compare à votre père, et vous avez raison, c'est bien normal, comparaison n'est pas raison. Car depuis son enfance, Pierre a bien changé. Vous avez étudié à George Washington University, illustrant vos facilités scolaires, vos capacités. Vous avez étudié à Télécom Bretagne, illustrant une certaine forme d'humilité. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là, non? Puisque vous continuez votre ascension des sensations d'une manière logique, rejoignant l'entreprise de Dassault Électronique. Après cette prise d'assaut, vous avez ensuite travaillé à Fontaine Électronique, puis Convergy, puis c'est en 1992 que vous prenez la direction du groupe Radial. Ainsi, si vous avez connu la crise des télécoms en 2001 et les périodes difficiles qui ont suivi, aujourd'hui tout va bien pour vous. Et vous n'avez que rarement à ramer sur le radeau radieux de Radial. Mais pourtant, face à la réalité de la société française, vous ne restez pas dans votre coin, vous vous décidez à agir. En effet, Pierre ne peut rester de marbre face au monde qui granite autour de lui. Il est presque difficile à croire que cela n'est pas dû à son statut. Merci. Toutefois-il que c'est en 2007 qu'il intègre le comité exécutif du MEDEF avant de devenir le président le 3 juillet 2013. Ainsi, la personne que nous appelons aujourd'hui n'est plus ce petit garçon plein de rêves et d'espoir, mais plutôt le dragon du MEDEF, dont la diète enflammée fait fuir le militant CGT et effarouche le représentant sud. Vous aurez su faire oublier assez vite Mme Parisot, montrant qu'il n'est pas vrai que si un dragon le craint, une dragonne, on s'y attache. Avec lui, avec lui, se méfiant ouvertement des promesses du gouvernement quand elle faisait mine d'y croire. Avec lui, ce vrai dubitatif, et elle, cette fausse sceptique. Montrant à quel point il est important de
savoir se renouveler. Vous avez une idée claire de ce que doit être la France. Pour vous, il faut entreprendre, entreprendre et entreprendre. Pour vous, sans les audacieux, nous serons tous offerts aux affres de l'enfer. Il faut saisir les chances, les opportunités, les possibilités. Au fond, pour vous, il faut être ouvert dans un monde tout gris. Vous voulez rétablir l'égalité. Vous nous dites que les avantages dans le public, il faudrait les en priver. Vous souhaitez pour cela réduire les impôts qui vous paraissent de trop, que l'IS s'efface, pour que le chômage, peut-être un jour, s'efface. Mais ça suffit, revenons à présent, précédant ces instants insolents, et cessons séances et successions d'incessantes facéties, si vous le voulez bien. Et vous, par exemple, cette France, serez les plus impolis. Vous êtes un homme du monde. Vous connaissez bien les USA, vous connaissez bien la Chine. Vous êtes parti, vous avez travaillé, ou vous avez participé à des colloques, montrant que face au carton de la France, vous ne vous laissez pas brider. Mais au milieu de tous ces mots qui ne sont au fond que des divertissements, M. Gattaz, je tenais à vous remercier d'avoir accédé à notre invitation pour cette première conférence de rentrée du 27 Lesson Club. Comme a pu le dire Romain, notre club n'a que 5-6 mois d'existence, et pourtant ça a été extrêmement facile de préparer cette conférence en votre compagnie. Ainsi, M. Gattaz, j'aimerais passer plus de temps en votre compagnie. MEDEF, il faut savoir laisser la place et vous laisser entre de meilleures mains. Et lorsque je vois les mains d'Irina, et c'est encore plus douce de Martin, je peux vous garantir qu'ils sont de bien meilleures compagnies que moi. Ainsi, M. Gattaz, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir passé ma nuit ici à dire des bêtises. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir passé ma nuit debout. Mais surtout, M. Gattaz, dans cette soirée que j'espère enflammer, je vous souhaite de faire long feu. Vous êtes monté ce soir sur l'estrade, et j'espère qu'en dépit des questions brûlantes de mes camarades, vous ne finissiez pas par descendre. Bravo, c'était remarquable, un peu caustique mais magnifique. Alors, on va commencer par la première question qui est sur le travail de travail individuel. Et ensuite, on va parler des questions générales. Et puis, bien sûr, on va ensuite faire des questions sur les commentaires français, comme vous pouvez vous y attendre. La première question qui me semblait être celle la plus logique pour commencer était de savoir qu'est-ce que les patrons que vous présentez actuellement attendent de vous dans les prochains mois pour les élections présidentielles. Alors, bonjour à tous et à toutes. Les patrons français, en gros, ils en ont marre. Ils en ont marre, pourquoi ils en ont marre? Parce que quand vous allez dans le monde entier, l'entreprise est en général reconnue, réhabilitée, défendue, promue. Et on s'aperçoit qu'en France, l'entreprise n'est pas encore, je dirais, mis au sommet de la liste. C'est encore un outil politique et qu'on est ballotté encore toute la journée. Donc ce qu'on attend, nous, au niveau de la politique, et ce qu'ils attendent mes pères qui attendent de moi, c'est en fait une révolution culturelle, économique, durable du pays. C'est-à-dire qu'on la fasse comme en Allemagne, qui en 1959, le bateau de Heidelberg, et en ce qui concerne le Parti socialiste allemand, en Angleterre, et l'entreprise est devenue un objet comme la défense, comme la sécurité, comme l'art, comme la culture, c'est mis à gauche et à droite. Et le jour où on fait ça, je peux vous dire que la France sera un pays absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que, moi je vais m'arrêter là, de toute façon je vais faire toute la soirée. Non, en fait, je voulais vous poser la question plus précisément, est-ce que vous allez vous transformer en lobbyiste pendant les prochains mois? Est-ce que vous allez intervenir des candidats, peut-être comme des électeurs, vers qui vous allez vous tourner dans ces prochains mois pour que ces intérêts soient les mieux défendus? Mais en fait, on fait ça, le manège, c'est du lobbying. C'est une institution de lobbying. C'est en fait, on est le mouvement des entreprises de France. On est là pour défendre les entreprises et pour les promouvoir. Et donc, depuis mon arrivée, on a essayé de faire comment on peut faire bouger le pays. Comment on peut faire la pédagogie de l'entreprise, les vertus d'entreprise, les valeurs de l'économie de marché qui là aussi est mis à gauche et à droite. Il n'y a pas de... C'est le moins mauvais système qu'on a inventé. Après, si quelqu'un vient de me voir en disant formidable, j'ai inventé un nouveau système, il faut regarder. Mais à ce stade, si vous voulez, c'est quand même une entreprise où on crée la richesse, de la dignité humaine par le travail, de l'innovation, de l'exportation. Et je crois que donc on a fait beaucoup de travaux pour alimenter le gouvernement actuel sur comment ça fonctionne l'entreprise, l'économie. Bien sûr, si vous voulez, on revient aux bases. Et les bases, c'est quoi? C'est quand j'interviewe des chefs d'entreprise, ce que je fais par dizaines par semaine, puisque je vais très souvent dans le territoire les rencontrer. Qu'est-ce que disent les chefs d'entreprise? C'est très intéressant parce que
on voit des tas de choses dans la presse, les partis politiques, mais ils ne s'intéressent pas à ceux qui créent l'emploi et ceux qui créent la croissance. C'est quand même les entreprises. Qu'est-ce que disent les entreprises? Je leur dis, mais pourquoi vous n'êtes pas avec moi à Shanghai ou en Afrique pour l'exporter? Première réponse, oui, mais Pierre, j'ai pas les marges. Je n'ai pas les marges. Ça, c'est en général beaucoup d'entreprises qui me disent, je ne peux pas automatiser, je ne peux pas numériser, je ne peux pas exporter, parce que je n'ai pas les marques. Souvent, ce sont des petites entreprises, hein, c'est 20, 30, 40 personnes. Deuxième groupe de chefs d'entreprise, je dis, mais pourquoi tu n'emploies pas? Et deuxième groupe me disent, moi j'ai les marques, mais j'ai peur d'embaucher. Donc c'est terrible, si vous voulez, que le problème numéro 1 de la France, depuis des années, c'est le chômage de masse, et que personne n'écoute les entreprises. Et donc, premier groupe, les marges, il faut monter les marges. Deuxième groupe, la peur d'embaucher en France qui est réelle. Je vois des tas de gens, des artisans, tout seuls, tout le temps. Et ça, c'est terrible parce qu'ils ont un prud'homme, etc., trop compliqué, etc. Troisième groupe, les gens ont des marges, ils n'ont pas peur d'embaucher. Mais ils me disent, j'attends, ça fait 12 mois, 18 mois que j'aimerais augmenter mon usine, mon établissement. C'est trop compliqué, j'attends des recours, je suis de recours en recours. Et je règle mon truc en Tunisie ou au Maroc. Donc, et je termine, quatrième groupe, et ceux qui ont des marges, qui n'ont pas peur d'embaucher en France, qui ont fait les extensions nécessaires et qui disent, ben moi, je ne trouve pas les talents, je ne trouve pas les compétences. Dans l'industrie, on cherche des soudeurs, dans le bâtiment, des menuisiers, etc., des métiers lunettes. Tout ça fait que, si on écoutait, si des politiques écoutaient, tout simplement, ces gens qui créent la richesse de la France, qui créent l'emploi, on réglerait ces 4 problèmes-là. C'est de la fiscalité, c'est du social, c'est la simplification des circuits normatives réglementaires, et c'est l'enseignement, l'éducation. Et là, vous êtes sur le discours que je tiens, alors qui est un peu négatif. Et on s'est dit, si je suis que dans ce discours-là, c'est le temps de Richard, c'est le machin, Gattaz, c'est le temps. Et en fait, ce qu'on a dit, c'est que pour le faire mieux passer, c'est qu'il faut retrouver un rêve pour la France, une vision. Mais ça me parle justement la question que je crois que vous posez. Très important. Puisqu'il a dit votre livre. On a levé parce qu'on a baissé la conférence et on a ici, on a fait de la promo. Vous parlez justement beaucoup dans votre livre du rêve français. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer pour les étudiants brièvement ce que ça signifie pour vous? Oui, le rêve français, si vous voulez, c'est ce qu'on a connu un peu après la guerre, pendant les 30 glorieuses. On n'était pas nés, ni vous ni moi, mais ça s'est passé entre 1950 et 1980. Les 30 glorieuses, c'est une vision, c'est incarné par un peu de Gaulle, Pompidou, on va créer des infrastructures, des télécoms, des satellites, de l'aéronautique, voilà, on est fiers de nous et on l'a été. Et puis ensuite, il y a eu ce que Nicolas Bavaz a appelé les 30 viteuses. C'est-à-dire que depuis 30 ans, 35 ans malheureusement maintenant, eh bien, ça va de mal en pis. L'industrie est partie de France, c'est très affaibli, les chiffres ne sont pas bons, la dette est colossale, le taux de chômage est à 10%. Et depuis 5, 6, 7 ans, on voit tous nos voisins européens qui se sont progressés. Les Anglais ont 4 ou 5% de chômage, les Allemands sont à 5-6, les Suisses sont à 3%, etc., etc. Et avec une très faible croissance, 1,1, 1,2 2016. Et je dirais que, comme dans nos entreprises, quand vous voulez faire des modifications, il faut. Moi, je sais que dans l'entreprise que je pilote, en tout cas, et dans celle qui fonctionne, vous avez un projet d'entreprise à 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous faites partager ce projet avec vos collaborateurs, vos salariés. Si vous expliquez pas votre projet, il n'y a aucune raison que les gens vous suivent. C'est comme une cordée d'alpinisme, c'est comme un bateau devant des globes, en équipage ou pas en équipage, mais vous faites partager un vrai projet. Et je pense que la France, depuis 30 ans, n'a plus de projet, n'a plus de vision. Et ce sont ces 30 piteuses qui ont fâché les Français avec le libéralisme, vous pensez? Mais si vous voulez, je crois qu'un pilote de la France, c'est un bouchon sur l'océan, et on prend toutes les crises, on prend les marées, les courants, etc. Il n'y a pas de pilote, je suis désolé, il n'y a pas de vision. Donc moi, je me suis évertué, ça fait 15 ans que je bosse là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en 2001, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis rentré en arrière en 92, j'ai fait des télécoms et beaucoup d'exports, jusqu'en 2001 où tout allait très bien, machin, le numérique. Et j'ai pris une baffe que j'ai fait 2 fois moins 25% sur mon chiffre d'affaires. Moins 40 à la fin. Très dur, boîte familiale, on avait des usines en France. Bien, il a fallu se remettre en question et je me suis posé ces questions-là sur la France. La France dans le monde, dans ce monde qui bouge, dans ce monde de mutation, dans ce monde de bulle. Et nous, avec des contraintes de tous les sens, est-ce qu'on va pouvoir garder nos usines avec, je dirais, un environnement législatif réglementaire extrêmement contraint? Et c'est là où je me suis dit, on manque de projet, on manque d'une vision. Et cette vision, c'est de dire, c'est quoi le numérique? Qu'est-ce qui va se passer en numérique dans 5-10 ans? Les NBIC, c'est quoi cette révolution? Le monde qui bouge, le monde qui est équipé, qu'est-ce qu'on fait?
Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez redéfinir, c'est ce que je vais faire dans le bouquin, une vision extrêmement conquérante, enthousiasmante de la France. C'est votre France libérale. C'est pas libéral, mais c'est libéral, c'est la liberté d'abord. Donc je suis toujours très gêné quand on me dit vous êtes un libéral. Je suis un libéral parce que j'aime bien la liberté. Après, on peut être social-libéral, on peut être social-libéral, ou libéral, ultra-libéral. Mais si vous voulez, pour moi d'abord, c'est pas du tout un gros mot. Deuxièmement, je préfère une France entrepreneuriale. Parce que libéral a une connotation politique qu'on use et qu'on abuse en France. France entrepreneuriale, c'est-à-dire en fait, on a besoin d'entrepreneurs. J'espère qu'un grand nombre parmi nous seront des entrepreneurs ou vivront des aventures entrepreneuriales. Et pourquoi? Parce que, eh bien, c'est par l'entreprise, d'abord par l'entrepreneuriat qu'on créera plus d'emplois, plus il y aura d'entrepreneurs, plus on créera d'emplois. Et deuxièmement, c'est par l'entreprise qu'on arrivera à faire repartir la France. La Chine a pris l'économie socialiste de marché, a dit l'entreprise c'est formidable, enrichissez-vous, créez vos entreprises. Je ne dis pas que tout est bon en Chine, mais par contre, au moins sur ce sujet-là, il a sorti 200, 300, 400 millions de personnes du mondial. Justement, en parlant de la mondialisation, que vous évoquez dans votre titre comme une chance et une opportunité pour la France, oui. Est-ce que vous comprenez les critiques des perdants de la mondialisation, les idiots du village global, ceux qui ont voté Trump, ceux qui ont voté le Brexit? Oui, c'est une grosse préoccupation pour moi. Je vous dis pourquoi, parce que moi je suis tendu sur un seul but dans mes 5 ans de mission de la France, vous avez compris, c'est de faire que la France retrouve confiance en elle, retrouve la croissance et retrouve le plein emploi. Il faut viser les 5% ou 6%. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas. Ça, c'est mon seul but, si vous voulez, vraiment, que j'ai et que j'aurai toujours sans doute, d'ailleurs. Pour ça, le plein emploi, ça passe par les entreprises, par la croissance. Mais on voit le Brexit et on voit Trump, et on voit la France. Et vous avez en effet deux catégories. Ceux qui sont dans la métropole, qui vont bien, le numérique, la croissance, l'exploitation, tout va bien, bon, formidable. Et quand vous êtes dans les quartiers de Liverpool ou dans le centre des États-Unis, vous avez tous les abandonnés, la mondialisation et le numérique. C'est ce qui est vrai en France. Quand vous allez à Charleville-Mézières, vous avez quelques villages, ou dans la Creuse, la Souterraine et d'autres, vous voyez en effet des villages qui se désertent. Vous avez des commerces qui partent, vous avez des entreprises qui ont fermé, et donc des gens complètement abandonnés. Et cela, je peux vous dire qu'il faut s'en occuper. Et ça, c'est une grande préoccupation du MEF, c'est qu'on travaille actuellement pour alimenter les candidats sur l'Europe de 2025, sur France 2020, ça fait très longtemps qu'on bosse là-dessus, sur l'Afrique 2030, je reviendrai sur l'Afrique, mais aussi sur comment on remet l'emploi dans le territoire. Et grâce au réseau des fibre optiques, grâce au télétravail, grâce à l'entrepreneuriat, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, de façon à revitaliser ces territoires où là, ce sont en effet des graves problèmes pour le pays. D'accord. Une autre question. Oui. Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP, où vous êtes intervenu à la fin de l'année d'ailleurs, dénonce en France une forme de capitalisme de connivence qui serait marquée par une forte collusion entre les élites politiques et économiques, une peur de la concurrence, une économie de la rente, oligopolistique. Vous, qui fréquentez et représentez le patronat français, et par une certaine mesure le capitalisme français, est-ce que vous pensez que cette vision elle soit juste aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je vois. Je veux dire, le MEDEF, c'est 750 000 adhérents directs et adhérents. Vous avez le CAC 40 avec nous, bravo, formidable. Vous avez 4500 ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui sont entre 250 et 5000, dont Radial. Et puis vous avez 745 000 TPE-PME. Moi, mes adhérents, ceux que je vois quand je vais à Voiron, quand je vais à Valenciennes, quand je vais à Brest, etc., c'est eux. Ce sont des amphis comme ça. Il y a entre 200 et 500 chefs d'entreprise, moyenne d'effectifs, 20 personnes. C'est la force vive du pays. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils disent à la fin, parce que c'est le cocktail. Ils disent, depuis la case, moi j'aimerais bien aller avec mon chien, mais j'ai pas les marches, etc. Et le discours que j'ai tenu, c'est exactement ça. Donc si on libère les freins, si on améliore les marges, par une fiscalité améliorée, si on règle le marché du travail quelque part, la loi version 1 de la loi de Comrie, elle est totalement dans le bon sens. Elle a été complètement détricotée. Et dans le CAC 40, c'est vrai ou pas? Mais le CAC 40, si vous voulez, je pense que ça s'est énormément amélioré. Énormément amélioré parce que vous avez des conseils d'administration maintenant qui sont ouverts, vous avez des boîtes formidables, vous avez des gens qui... Franchement, il y a sans doute encore des problèmes matériels. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais même sur le train de rémunération, il y a eu le code AFEP-MEDEF qu'on a mis en place depuis quelques années, avec des versions qui permettent de mettre beaucoup de transparence et beaucoup de règles. Tout n'est pas parfait, je ne dis pas ça, mais je pense que le monde économique peut vraiment montrer un exemple à d'autres mondes. On va vous poser des questions sur les candidats qui sont tous désormais déclarés ou ont été désignés par leur parti. La première question, bien entendu, sur l'actualité très récente,
le choix de Benoît Hamon pour représenter le Parti Socialiste, pour la Belle Alliance populaire, à l'élection présidentielle, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, qui est crédité, Mélenchon qui est crédité de 13 à 15% d'intention de vote au premier tour. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un divorce irréconciliable entre une partie de l'électorat de gauche et le libéralisme, même dans sa version la plus atténuée, entre guillemets, qui est celle de Valls? Écoutez, il y a, je pense qu'on vit en effet en France ce que vous expliquez, c'est-à-dire en fait, il y a plusieurs choses. Il y a cette France qui patine depuis trop longtemps et qui n'a pas fait cette mutation vers l'entreprise, encore une fois, qui est très mal enseignée dans l'éducation et l'enseignement. Alors, et depuis quelques années, ce que je fais très plaisir, je veux dire, pour être optimiste, c'est que d'abord 60% des jeunes veulent être entrepreneurs. Si vous avez fait un sondage comme ça il y a 20 ans, vous auriez trouvé une grosse majorité, une bonne majorité qui pourrait être fonctionnaire. Aujourd'hui, 60% des jeunes veulent être entrepreneurs. Ça, c'est une révolution culturelle. Très mal enseigné dans quel sens? Et ça veut dire, si vous voulez, qu'on attend la première ES pour enseigner l'économie, mais la macroéconomie. Pareto et Smith Keynes. Moi, je n'ai pas piloté Radial avec Pareto, Marx, Eric Keynes. J'ai piloté Radial avec le trip, avec la motivation de mes salariés, en essayant de les former, de leur parler, de leur dire voilà l'objectif, en manageant, en prenant des risques, en innovant, en investissant. Et ça, c'est pas expliqué, c'est pas appris dans l'éducation. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je crois qu'il y a un travail, et c'est peut-être aussi même, je ne dis pas que tout le monde a tort dans l'éducation. Je fais beaucoup de choses pour rapprocher les mondes. Je vais vous dire, à Radial, par exemple, je fais tous les ans depuis 7 ans, 15 entreprises qui prennent une classe, de première, seconde, terminale, je mets dans la salle de réunion de mes usines, de Rêve, Château-Renaud, pendant 3 jours, ils font cours de maths, de français, etc. Et toutes les 2 heures, par groupe de 6-7 élèves, ils vont voir un salarié qui explique de décolleteur, de régleur, de technicien, de surface, de machin, etc. Et ils ont donc vu 10 à 15 métiers en 3 jours. Les professeurs trouvent ça formidable. Tiens, c'est propre par terre. Tiens, les ouvriers, plutôt les ingénieurs. Tiens, c'est pas Zola. Les élèves trouvent ça génial de voir des métiers, de voir des gens. Et ils voient surtout des gens, des salariés qui sont très fiers de leur métier, très fiers de leur machine, quand c'est des machines, très fiers de leur boîte. Parfois très fiers de leur patron. Ils le disent moins, mais c'est ça l'entreprise. Et ça, c'est la plus belle institution de France qu'on a caricaturée, déformée. Alors je ne dis pas qu'il y a eu des problèmes, je ne dis pas qu'il y a eu des excès. Vous voyez, en 2001, il y a eu la crise télécom, en 2 ans. En 2 ans, et en 5 ans ou 7 ans après, j'ai vu aux 20 heures de la télé, tous les soirs, des usines fermées. Tous les soirs, avec c'est vrai, des gens qui perdaient leur emploi, etc. Vous montrez ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous dites l'industrie c'est foutu. Les Chinois c'est horrible, la mobilisation c'est atroce, l'entreprise c'est quand même pas bien, les patrons ils disent ici. Et si vous voulez, les Allemands, beaucoup plus raisonnables que nous, et les Suisses, etc., ont juste expliqué que l'entreprise c'est un être d'adaptation permanente, c'est une très belle institution, et c'est comme ça qu'on va inventer le futur, on va rationaliser. Donc il y a cet enseignement, je trouve, de l'entreprise et de l'économie qui est extrêmement mal fait, et nous on pose beaucoup de du bien-être pour nous rapprocher, pour ouvrir nos portes, nos usines, nos entreprises, à tout à chacun, expliquer et faire parler nos salariés. Si les gens votent Mélenchon, c'est un problème d'éducation? Non, mais si vous avez pourquoi les gens votent 30% Le Pen et 15 ou 20% Mélenchon? Parce que vous avez un problème de la France qui est perdu, qui a plus de repères, qui patine, qui dans tous les classements perd des places. Il faut en effet, moi je pense que la première chose c'est d'avoir une vision, on ne fait plus rêver, mais les discours politiques aujourd'hui, excusez-moi, mais je ne vois pas de rêve, je ne vois pas de vision, je ne vois pas à 5 ans, à 10 ans, on est là, et on va embarquer tout le monde. Il faut absolument retrouver une vision extrêmement encourageante, et en disant, oui, l'entreprise, et ce qui fait encore plaisir, excusez-moi, c'est que dans les 5 dernières années, on a dit un virage entrepreneurial, s'opérer à la majorité socialiste. Je vais vous dire, j'attends ce moment-là depuis 30 ans. Après, vous n'avez pas poussé? Mais j'ai poussé. J'ai accompagné, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai accompagné ce pacte de responsabilité. Vous avez dit que le prélèvement à la source était anxiogène. Vous avez claqué la porte en déclenchant l'ordinateur. J'ai applaudi Manuel Valls ovationné du chef d'entreprise. Vous voyez, comme quoi 3000 personnes, chef d'entreprise, qui ovationnent un Premier ministre socialiste. On l'a fait, ça. On a fait quoi? On a applaudi à la raison de Montreux, on a applaudi à la simplification de M. Badinter, ministre de Mitterrand, qui a dit que le travail est trop bon, trop compliqué, bravo, formidable, on a applaudi.
Alors quand on applaudit trop fort, c'est suspect aussi, oui, donc après le Podef il applaudit, oui, nous on dit toujours, on applaudit un peu, mais pour pas les gêner, pas trop fort, oui. Oui, c'est la loi El Khomri version 1, on a dit que c'est bien, vous avez raison, c'est l'État qui fabrique les plateformes, des prud'hommes, etc. Alors heureusement qu'on n'a pas applaudi trop fort, là, je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, donc si nous on accompagne, on n'est pas politique. Et si, moi j'ai vu dire mon rêve pour la France, c'est que s'il y a des alternances entre une droite pas trop bête et une gauche réformiste, entrepreneuriale, qui alterne, un peu comme en Angleterre ou en Allemagne, c'est gagné pour tout le monde, c'est gagné pour les Français. Et c'est pour ça que je disais que ce qui se passe actuellement politiquement est assez intéressant, c'est assez angoissant aussi. Mais justement, c'est intéressant pour les candidats actuels, parce que malgré tout, Emmanuel Macron et François Fillon ont fait de l'entreprise du libéralisme un thème majeur de leur campagne. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, en tant que lobbyiste et que représentant du patronat, de prendre position pour l'un ou pour l'autre? Alors, je veux dire, ça me gêne qu'on parle de libéralisme, parce que j'ai l'impression qu'il y a une connotation. Même si l'entre du monde, le libéralisme est un ou l'autre, en France, c'est un tout petit peu connecté. Donc, utilisons-le, mais en effet, on peut dire un programme, deux programmes entrepreneuriaux ou économiques, où l'économie redevient un peu au centre du jeu. Et vous savez, si vous voulez régler ce problème de chômage endémique terrible, 10% des Français, 25% dans les jeunes, 50% dans les banlieues, c'est quand même le premier fléau. Et le premier fléau, quand j'entends des candidats qui me disent oui, il faut qu'on règle ce problème-là, moi je suis heureux. Deuxièmement, il faut aller au plein emploi, comme certains candidats disent ça, je suis heureux. Quand ils disent on veut être la première économie européenne à 10 ans, formidable, formidable. Voilà des sujets qui m'intéressent et qui m'interpellent. Après, vous avez, alors, si vous allez un peu plus en détail, oui, la question elle est un peu racoleuse forcément. Oui, on a envie de savoir qui vous préférez aujourd'hui. On a deux programmes qui sont sortis. Qui vous préférez par exemple entre un Emmanuel Macron et un Je ne préfère personne et je ne m'exprimerai jamais sur ma préférence. Par contre, je peux vous dire sur les programmes économiques. Parce que c'est une élection, c'est quand même un candidat qui va parler de plein d'autres choses, qui va parler de la laïcité, de l'islam, de l'IVG, etc. Donc ça, c'est des sujets que personnellement vous avez des nous, en tant que médecin, on s'intéresse au problème économique. Ce que je veux dire, c'est que le travail économique de Fillon correspondait à nos attentes, correspond à nos attentes. Après, il faut l'expliquer. Parce que moi, j'ai toujours dit, ce programme intervient dans la baisse de la fiscalité sur les entreprises, essaie d'améliorer la fiscalité sociale, etc. Après, il faut l'expliquer, ce programme. Sur Emmanuel Macron, on n'a pas de programme. On n'a pas de programme. J'ai pas vu de programme de... Sur l'île Nouvelle Offre, il y a un mois, 2 mois, on voit qu'il propose la modulation du temps de travail en fonction de l'âge, la fin des 35 heures pour les jeunes, la retraite à la carte, le droit au chômage pour les travailleurs indépendants et les entrepreneurs. Ce sont des petites touches d'un programme. C'est des mesures quand même qu'on n'a pas entendues depuis longtemps. Oui, très bien, c'est très bien commencé. Et est-ce que vous trouvez ça intéressant? Vous trouvez que c'est la politique de l'Otiel par rapport à François Fillon? Je dis pas ça, je dis que Emmanuel Macron est quelqu'un de très agréable et très intéressant, que je connais bien d'ailleurs. Je voudrais juste être sûr qu'on ne loupe pas le mois de mai et les prochains mois. Si un président est élu ou une présidente, eh bien, je pense que il y a quelques mois pour réformer la France. On ne peut pas attendre 2-3 ans avec des réformes molles. Il faut y aller en expliquant ce qu'on fait dans nos entreprises et en rassurant. Donc je pense que Emmanuel Macron, j'attends une cohérence de son programme. Vous savez, de toute façon, on dit, mais l'emploi, c'est. Vous avez les marges, vous pouvez créer l'emploi. J'ai dit non. L'emploi, c'est une multi-médication. C'est pas un petit peu de marge et bravo, formidable, c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez créer vraiment ailleurs de l'emploi, c'est un environnement de confiance, c'est de la fiscalité qui doit s'améliorer, c'est le social qui doit s'améliorer drastiquement, c'est la simplification, et c'est de trouver les talents qu'on ne trouve pas. Et si vous faites qu'un petit bout de ces 4 trucs, ça ne marche pas. Donc moi, je vois le pointillisme d'Emmanuel Macron, très bien. Vous voyez qu'il se gauchise un peu depuis qu'il s'est présenté? Non, je ne trouve pas. Je trouve que c'est culturel, c'est la construction. Et c'est là où je suis profondément. Je pense qu'on a un vrai problème de dépenses publiques en France. Et je le dis, si vous voulez. Donc, pourquoi? Parce que la fiscalité que nous avons est très lourde, comme vous savez, sur les ménages et sur les entreprises, et vous êtes à 57% du PIB aujourd'hui. Tout le monde le dit, tous les économistes le disent du monde entier, tous les personnes bien pensantes de gauche et de droite le disent. C'est trop. 57% du PIB, la moyenne européenne, je crois, est autour de 47 ou 48. Donc vous avez
vous avez entre 8 et 10 points de trop. Donc,